Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo de présentation de cette sous-section, la dernière sous-section de la section 4 du chapitre Système dynamique linéaire. Comme le reste de la section 4, cette sous-section est consacrée au tracé du portrait de phase du système différentiel associé à une matrice de 2 à coefficient réel, mais dans un cas particulier, qui plus est non générique, le cas où la matrice admet une valeur propre réelle double, algébriquement double, mais où la matrice n'est pas diagonalisable. Donc la multiplicité géométrique, elle, est simple. Alors, même si c'est un cas non générique, raison pour laquelle il est labellisé comme hors programme, c'est quand même un cas qui a une certaine importance parce qu'il joue le rôle de transition entre les portraits de phase de type foyer et les portraits de phase de type nœud. Et pour les équations différentielles du deuxième ordre, plus exactement pour les oscillateurs amortis, il correspond au cas d'un amortissement critique. Pour tracer le portrait de phase, on va s'appuyer une fois de plus sur un changement de base, mais ça ne pourra pas être un changement de base diagonalisant puisque la matrice n'est pas diagonalisable. En fait, on verra qu'on peut faire quelque chose d'un peu moins bien qu'une diagonalisation, qui sera une trigonalisation. Ça permettra quand même de simplifier l'expression de la matrice après changement de base. Ça permettra de calculer les solutions après ce changement de base, et du coup de tracer l'allure du portrait de phase dans la nouvelle base, ce qui permettra ensuite de l'obtenir dans l'ancienne base en appliquant la déformation, la transformation associée à la matrice de passage. Et on y va tout de suite pour ce changement de base trigonalisant, mais pas diagonalisant. Nous y voilà. Donc on considère une matrice A, de 2 à coefficient réel, non diagonalisable. Autrement dit, on suppose que le discriminant delta vaut 0. Par conséquent, on a une seule valeur propre réelle. On va noter lambda de multiplicité algébrique 2. Et on suppose que la multiplicité géométrique de cette valeur propre vaut seulement 1. Autrement dit, la matrice A n'est pas diagonalisable, ou encore la matrice A n'est pas égale à l'homothétie de rapport lambda. Bon, dans ce cas-là, on n'a malheureusement pas une base de vecteurs propres, mais on a quand même une direction propre, une droite propre dans R2. Donc on peut considérer un vecteur propre non nul de R2, qu'on va noter W, pour l'unique valeur propre lambda. Donc AW égale lambda W. Alors ça nous fait un premier vecteur de base. Pour faire une base de R2, il nous faut un deuxième vecteur. Et donc, comme on l'a dit, malheureusement, le deuxième vecteur, on ne peut pas le choisir propre. Et regardez ce qu'on va faire. On ne va pas se compliquer la vie. On va prendre un deuxième vecteur W' quelconque, pourvu qu'il soit non collinaire à W, de manière à ce que la famille WW' forme une base de R2. Donc on a utilisé notre direction propre, W, puis on a complété avec n'importe quoi pour faire une base. À partir de là, on va adopter des notations classiques pour un changement de base. Et pour les illustrer, on va tout de suite aller à la figure de l'exemple, quelques slides plus loin, puis on reviendra après. Alors, nous y voilà, vous voyez, on est passé slide 79. Et cette figure illustre le changement de base pour cet exemple de matrice A non diagonalisable. À ce stade, on n'a pas du tout expliqué l'allure du portrait de phase côté droit, on va le faire après. Le but pour l'instant, c'est juste d'illustrer les notations. Donc côté droit, vous avez la base canonique I chapeau, J chapeau, les notations de 3 blue, 1 brown. Côté gauche, vous avez le vecteur propre W, et puis un deuxième vecteur W' qui est choisi n'importe où, pourvu qu'il ne soit pas collinaire à W. Bon, sur le dessin, vous voyez, on a fait un choix un peu naturel de W', orthogonal à W, de même longueur, de manière à ce que WW', la base WW' soit positivement orientée, mais en réalité, vous pourriez choisir W',
quelconque, pourvu qu'il ne soit pas collinaire à W. Et puis, la matrice de passage de la base canonique vers la nouvelle base WW', on va la noter P, donc c'est la matrice qui envoie les vecteurs de la base canonique sur les vecteurs WW', P de I et P de J. Et puis la matrice obtenue par conjugaison de A par la matrice P, on va la noter B. On ne va pas la noter D puisqu'elle n'est pas diagonale, on va la noter du coup B. Bah, pourquoi pas B, hein? Voilà, là je suis revenu au slide où on avait introduit, où on introduit ces notations, IJ, P, B. Alors B, elle n'est pas diagonale. Bah, forcément, elle n'est pas diagonale, puisque A est supposé non diagonalisable. En revanche, du fait que notre premier vecteur de base, on l'a quand même choisi vecteur propre, et bien la première colonne de B, elle a cette forme simple, lambda 0. Et donc, sans préjuger des valeurs qu'on aura dans la deuxième colonne, on a une matrice B qui est quand même triangulaire, triangulaire supérieure. Alors pourquoi est-ce que la première colonne de B est comme ça? Parce que B I chapeau vaut lambda I chapeau. Et ça, c'est parce que le premier vecteur de la base canonique W, il est vecteur propre pour A. Donc AW égale lambda W. Et donc vous pouvez suivre ces égalités-là. Mais c'est encore mieux de le voir sur la figure. Le voici sur la figure. Si vous prenez le vecteur I chapeau et que vous lui appliquez la transformation B, c'est comme lui appliquer P, puis A, puis P-1. P, ça l'emmène sur W. A, ben, comme W est vecteur propre, ça le dilate d'un facteur lambda, ou ça le multiplie par un facteur lambda, dilate ou contracte ou renverse, bref. Mais en tout cas, ça le laisse dans la même direction propre. Et donc, quand vous appliquez P-1, ben, vous revenez sur la direction horizontale avec le même facteur lambda. C'est le même argument qui justifiait que quand on avait une base de vecteur propre côté droit, on était diagonal. Là, on n'a pas une base de vecteur propre, mais on a un vecteur propre. Du coup, côté droit, au moins, le premier vecteur de base, lui, il est envoyé sur lambda fois lui-même. Voilà, pour bien marquer le coup, je l'ai écrit manuscrit, le fait que côté gauche, A transforme W en lambda fois W, se traduit côté droit par le fait que B transforme le vecteur I chapeau en lambda I chapeau. Normalement, si vous avez bien compris les changements de base dans le cas diagonalisable, il n'y a rien de nouveau. Bon, on revient là où on en était tout à l'heure, au slide 75. En fait, on a terminé ce slide 75 qui avait pour but de montrer que B avait cette forme triangulaire. On passe au slide suivant. Alors, le slide suivant, il nous dit que notre matrice B, elle a une forme un peu plus précise que ce qu'on avait dit au slide précédent, au sens où le deuxième coefficient diagonal, il vaut également lambda. La raison, c'est la trace. On sait que la trace d'une matrice, c'est la somme de ses valeurs propres comptée avec multiplicité algébrique, et par conséquent que c'est invariant par changement de base. Donc la trace de B, c'est la trace de A, et pour A, lambda est d'une valeur propre double, algébriquement double, donc la trace vaut 2 lambda. Et comme le premier coefficient diagonal, on sait qu'il vaut lambda, le deuxième, il doit valoir lambda également. Au passage, on aurait aussi pu justifier ça autrement, en disant que comme B est triangulaire, ses coefficients diagonaux sont ses valeurs propres comptées avec multiplicité algébrique. Voir pour tout ça le chapitre valeurs et vecteurs propres. Bref, B a cette forme-là. Quant au dernier coefficient qu'on a noté alpha, là on ne sait rien en dire de particulier, à part qu'il est non nul. Il est non nul puisque B ne peut pas être diagonal, puisque par hypothèse A n'est pas diagonalisable. Et donc il suit de cette expression de B que le système différentiel U point égale BU, qui gouverne l'évolution des coordonnées dans la nouvelle base, et il s'écrit sous la forme suivante. C'est une expression qui n'est pas aussi simple que si le système était diagonal, mais ça, diagonal, on sait qu'on ne pouvait pas l'espérer.
Vous vous souvenez qu'un système diagonal, on l'avait interprété comme un système 100% découplé, où chaque coordonnée vivait sa vie indépendamment des autres. 100% découplé. Ici, c'est pas aussi bien en quelque sorte, on pourrait dire que c'est partiellement découplé du fait que c'est triangulaire. Vous voyez, la coordonnée V, elle vit sa vie indépendamment de la coordonnée U. Et la coordonnée U, elle va être influencée par la coordonnée V, mais il n'y aura pas de rétroaction dans l'autre sens. Ce qui va permettre, sans trop de difficultés, de calculer explicitement les solutions de ce système. Avant de le faire, juste une remarque complémentaire. Vous vous souvenez que dans le choix de notre nouvelle base, le vecteur W', le second vecteur, on pouvait le choisir vraiment complètement quelconque. La seule hypothèse qu'on avait faite, c'était qu'il était non collinaire à W. Ici, non collinaire à W. Et bien malgré ce choix, malgré le fait que ce second vecteur de base est pratiquement quelconque, vous voyez que la matrice B, elle, en revanche, elle est assez bien définie, assez bien déterminée, puisqu'en fait, il y a un seul coefficient à déterminer, c'est ce coefficient alpha, et ce coefficient alpha, de fait, il dépend du choix du second vecteur de base W'. Bon, venons-en maintenant à la résolution de ce système différentiel. L'expression des solutions est donnée par cette proposition. Parmi ces deux équations, la plus simple, c'est la seconde. Donc c'est la seconde par laquelle on va commencer. Et la seconde, vous savez parfaitement exprimer ces solutions. Elles sont de la forme V de t égale V0 au puissance lambda t, où V0, c'est la valeur de V à la date t égale 0. Ce qui justifie déjà dans la proposition 17, la deuxième ligne ici, l'expression de V de t, ce V0 ici fois la puissance lambda t, ou bien la deuxième ligne de cette matrice. Bon, il reste à justifier la première ligne, c'est-à-dire à résoudre la première équation. Comme on a une expression de V de t, cette expression, on peut la réinjecter dans la première équation. Voilà, on peut réinjecter cette expression de V de t dans la première équation qui prend donc cette forme-là. Et quelle est la forme de cette première équation? Vous voyez, il y a une partie linéaire homogène, cette partie-là, et puis il y a ce terme alpha 0 au puissance lambda t qu'on peut interpréter comment? Comme un forçage. C'est comme si la deuxième composante V de t forçait l'évolution de la première U de t. Bon, équation différentielle linéaire d'ordre 1, forcée, on est presque en terrain connu. On n'est pas 100% en terrain connu parce que les forçages qu'on a vus au premier semestre, c'était des forçages soit constants, soit oscillants, périodiques. Celui-là, il n'est ni constant ni oscillant, il est exponentiel réel. Et en plus, il a quelque chose de particulier, c'est que le coefficient lambda qui apparaît ici dans l'exponentiel, c'est le même que le coefficient lambda de l'équation linéaire. Et ça, oulala, il faut vous souvenir un peu du cours d'équation différentielle, c'est ce qui caractérise un forçage résonant. Alors, ce n'est pas exactement la même résonance que celle qu'on avait vue au premier semestre, puisqu'au premier semestre, on avait forcé avec un forçage périodique, donc si on l'écrivait comme un exponentiel, c'était un exponentiel i oméga t. Et le forçage venait du fait, enfin, se produisait lorsque i oméga était aussi la fréquence propre du système, et c'était forcément à ce moment-là un système d'ordre 2 non amorti. Bon là, le cadre est différent, c'est d'ordre 1, c'est pas d'ordre 2, et puis c'est un forçage exponentiel réel, mais on retrouve le fait que le e puissance lambda t, que le lambda ici, c'est le même que le lambda ici. Et toujours, si vous vous rappelez ce qu'on avait fait dans le chapitre équation différentielle, en général, la réponse à un forçage, c'était une fonction du même type que le forçage, sauf dans le cas d'un forçage résonant. Et dans le cas d'un forçage résonant, ça répondait avec en plus un facteur t dans la réponse. Donc une réponse ici en t e puissance lambda t, et pas seulement e puissance lambda t. Et c'est bien ce que nous dit l'expression de la solution, c'est exactement la première ligne, l'expression de u de t, donnée par la proposition 17.
expression de U de t dans laquelle vous retrouvez avec le vocabulaire du cours d'équation différentielle un terme solution générale de l'équation homogène, sans le forçage, plus un terme solution particulière de l'équation avec le forçage. Bon, à ce stade, on a passé un certain temps à analyser le système d'équations et l'expression des solutions dans cette proposition. Il est temps maintenant de passer à la démonstration à proprement parler de cette proposition. Donc on passe slide suivant. Vous allez voir la démonstration, ça va aller tout seul. La seconde composante V de t, elle a cette expression, d'après l'équation différentielle qu'elle vérifie. C'est bien ce qu'on avait écrit ici, hein, équation différentielle, expression. On réinjecte cette expression dans la première équation, on obtient cette équation sur U, c'est-à-dire exactement cette équation sur U, dont on cherche à calculer les solutions. Pour calculer ces solutions, t donne U de t, on va les chercher sous cette forme. Autrement dit, on va remplacer la fonction inconnue U de t par cette expression qui est E puissance lambda t fois une nouvelle fonction inconnue qu'on va noter mu de t. Attention à ne pas confondre U et mu. Alors, pourquoi est-ce que ce changement de fonction inconnue va permettre de simplifier l'équation, c'est-à-dire pourquoi est-ce que cette équation sur U, elle est plus compliquée que l'équation qu'on va trouver sur mu. Regardez la forme très simple qu'elle va avoir. Pourquoi ça se produit ça? Parce que quand vous remplacez cette expression dans l'équation, du fait du facteur E puissance lambda t, si mu est constant, si mu est constant, vous avez une solution de la partie homogène de l'équation. Et ça va se traduire par le fait que quand vous remplacez cette expression dans l'équation, les termes pour lesquels vous ne dérivez pas mu, ils disparaissent. Faisons-le. Quand vous dérivez U point, vous avez un terme, vous avez dérivé le puissance lambda t, product rule, vous n'avez pas dérivé mu, puis un terme où vous dérivez mu. Le terme pour lequel vous n'avez pas dérivé mu, il vaut lambda U, et lui, il va disparaître avec le terme lambda U qui va être dans le second membre de l'équation. Donc tout ce qui va vous rester, côté gauche, c'est le terme où vous avez dérivé mu, et côté droit, c'est le forçage. Et en plus, le puissance lambda t, il est en facteur côté gauche et dans le forçage. Donc on peut simplifier, et on obtient cette équation très simple sur mu. Cette méthode, on l'appelle la méthode de la variation de la constante, parce que on peut l'interpréter comme, à partir de l'expression générale de l'équation homogène, sans le forçage, qui est une constante fois puissance lambda t, si vous remplacez la constante par quelque chose de variable, cette fonction mu de t, c'est donc la fonction variable qui remplace la constante, voilà, d'où la terminologie variation de la constante. Si vous faites ça, ce que je viens d'expliquer avant, c'est que vous obtenez sur cette nouvelle fonction inconnue mu de t une équation différentielle plus simple que celle que vous aviez pour U. En gros, vous avez tué, côté droit, le terme homogène. Et donc, l'équation sur mu, elle est vraiment très très simple. La dérivée de mu est constante. Elle vaut alpha v0 qui vaut une constante. Et donc, mu de t vaut alpha v0t plus une constante. Et cette constante, c'est la valeur de mu à la date 0. Et quand vous regardez l'expression de U en fonction de mu, la valeur de mu à la date 0, si vous prenez t égale 0, le puissance lambda t vaut 1. Donc c'est aussi la valeur de U à la date 0. D'où le fait qu'on l'ait noté U0, cette constante. Et donc vous avez l'expression de mu, et donc vous avez l'expression de U, en multipliant par la puissance lambda t. Et c'est fini. Cette expression de U de t, c'est bien celle qu'on avait dans la première ligne. Slide précédent, on y va tout de suite pour vérifier. Vous voyez, c'était bien E puissance lambda t fois U0 plus V0t. Et on peut reboucler avec l'interprétation précédente. Le terme U0 correspond bien à la solution générale de l'équation homogène et le terme V0t, une solution particulière de l'équation forcée. Et maintenant, attention, c'est maintenant que je vais vous demander de donner le meilleur de vous-même. Le meilleur de votre esprit de synthèse de tout ce qu'on a fait tout au long de l'année. Bon, mais particulièrement dans le chapitre équation différentielle.
Et cette méthode de la variation de la constante, on l'a déjà mise en œuvre dans le chapitre équation différentielle à 2 reprises. Lesquelles? Et bien pour trouver lesquelles, c'est très simple. Regardons le contexte. On a une espèce de double contexte en fait ici. D'une part, discriminant égal à 0, valeur propre double, et d'autre part, forçage résonnant. Et bien allons regarder ce qu'on a fait dans le chapitre équation différentielle quand on a été confronté au cas d'une valeur propre double. Alors vous savez maintenant le cours d'équation différentielle, il est découpé en 3 morceaux et le cas d'une valeur propre double, c'était dans le morceau numéro 2 consacré aux équations différentielles linéaires homogènes, ce que vous avez appelé en physique les systèmes libres. Section 2, expression des solutions. Équation du second ordre, bah oui, il ne peut pas y avoir de valeur propre double si c'est une équation du premier ordre. Et discriminant nul. On y va tout de suite. Expression des solutions, cas où le discriminant est nul. Et vous vous souvenez, comme dans le cas discriminant nul, on avait une seule valeur propre double, bah du coup on avait un seul mode propre réel. Et pour être en mesure d'exprimer toutes les solutions de l'équation, il nous fallait une deuxième solution indépendante. Et regardez ce qu'on avait fait pour la trouver, cette deuxième solution. On l'avait cherchée sous la forme e puissance lambda t fois une nouvelle fonction inconnue. Autrement dit, sur le principe, on avait déjà fait une variation de la constante. Et en remplaçant cette expression dans l'équation, alors le calcul était un peu plus compliqué parce que c'était une équation du deuxième ordre. Donc on ne va pas redétailler le calcul ici. Je vais tout de suite, slide suivant, pour voir le résultat. On avait obtenu finalement l'équation sur notre constante variable, dérivée seconde égale 0. Donc une fonction w de t, constante variable, qu'on avait écrit c plus c', cette expression-là. Vous voyez que ça ressemble beaucoup à ce qu'on a fait pour notre système non diagonalisable, plutôt notre système triangulaire. Jusqu'à l'analogie dans l'expression des solutions trouvées, e puissance lambda t fois u0 correspond à c, v0t correspond à c'. Second élément de contexte qui va nous ramener à ce qu'on avait fait dans le chapitre équation différentielle, le fait qu'on est en train de regarder un forçage résonnant. Et bien, allons regarder dans le chapitre équation différentielle comment on avait trouvé l'expression explicite de la réponse à un forçage résonnant. Alors là, vous allez dans le troisième sous-chapitre du chapitre équation différentielle, le sous-chapitre consacré au système forcé. Et on avait parlé de résonance tout à la fin, dans le cadre de l'étude de la fonction de transfert. Allons voir ce qu'on avait fait comme calcul dans le cas résonnant. Le cas résonnant, c'était le cas précisément où la fonction de transfert ne permettait plus d'exprimer la réponse, puisque la fonction de transfert, elle devenait singulière, elle devenait infinie. Le cas résonnant, c'est quand le dénominateur ici s'annule. Par conséquent, dans le cas résonnant, dénominateur nul, oméga égale oméga 0, fonction de transfert qui devient singulière, qui devient infinie, ça montre que la réponse à ce forçage résonnant, elle n'est pas de la forme constante fois la puissance i oméga 0t. Qu'est-ce qu'on avait fait pour trouver la forme de la réponse? Eh bien, on l'avait cherché cette réponse sous la forme e puissance i oméga 0t fois une nouvelle fonction inconnue, h de t. Autrement dit, on avait là aussi mis en œuvre cette méthode dite de la variation de la constante. On l'avait même écrit. Et en remplaçant cette expression dans l'équation différentielle forcée, après calcul, que je ne vais pas détailler ici, on avait obtenu cette équation sur la constante variable nouvelle inconnue h, qui admettait comme solution particulière, donc réponse particulière au forçage, qui va donner une réponse particulière au forçage, qui admettait comme solution particulière cette expression de degré 1 en t, une constante fois t. Donc la réponse particulière au forçage, elle avait cette expression.
Encore une fois, ce n'est pas exactement la même chose. Ici, c'est un forçage exponentiel complexe, périodique, d'une équation du deuxième ordre. Mais bon, ce qui est commun, c'est le format sous lequel on cherche une solution, ce changement de fonction inconnue, cette méthode dite de la variation de la constante, ça c'est commun, et l'expression des solutions qui font intervenir un facteur t dans la réponse au forçage. Et donc si on revient à notre démonstration, je veux dire si on revient à notre système triangulaire obtenu après changement de base, et la démonstration de l'expression des solutions, et bien tout ce qui figure dans les remarques ici qui suivent la démonstration, on vient de le dire et on vient de l'illustrer en allant regarder au bon endroit dans le chapitre équation différentielle. C'est-à-dire que cette méthode de la variation de la constante, c'est la même, on l'a vu, que celle utilisée dans le sous-chapitre système libre, dans le sous-chapitre système libre, pour chercher la seconde solution dans le cas discriminant nul, valeur propre double, comme ici. Et c'est aussi la même méthode que celle utilisée dans le sous-chapitre système forcé, pour trouver l'expression de la réponse à un forçage résonant. Résonant 1n, excusez-moi. Et en vertu de ça, vous pouvez interpréter, alors c'est une interprétation, mais vous pouvez interpréter la présence du facteur t dans l'expression de u de t. Le facteur t, c'est celui-là. Vous pouvez interpréter la présence de ce facteur ou la présence de ce terme avec cette expression comme une sorte de réponse résonante de la composante u de t, la première des deux, dans la nouvelle base, au forçage opéré par la seconde composante. Un peu comme si le système s'auto-forçait, donc se forçait lui-même, avec un forçage résonant, ce qui induit le facteur t, qui peut donc être vu comme une réponse à cet auto-forçage. Encore une fois, c'est juste une interprétation, et c'est une interprétation qui n'est pas très facile à saisir, parce que c'est un forçage résonant, exponentiel, réel. Or, les forçages résonants dont vous avez l'habitude, qu'on a rencontrés en maths dans le chapitre équation différentielle, dans le troisième sous-chapitre, que vous avez rencontrés toute l'année en physique et en mécanique, les forçages résonants que vous connaissez, c'est plutôt des forçages oscillants, par des exponentielles complexes, périodiques. Et bien ici, c'est un forçage résonant exponentiel réel. Alors on perd un peu l'intuition physique, mais au niveau du calcul mathématique formel, ça ressemble beaucoup. C'est le même calcul qui mène à l'apparition de ce facteur t dans la réponse. Voilà, on en a dit beaucoup sur cette démonstration. On l'a détaillé et interprété de manière très approfondie. Il est temps maintenant d'utiliser cette expression des solutions dans la nouvelle base pour tracer le portrait de phase dans la nouvelle base. Et au passage, je m'excuse, il y avait depuis tout à l'heure une coquille sur ce slide, j'avais oublié le facteur alpha dans ce terme-là et dans ce terme-là. Ça sera corrigé dans les versions en ligne, mais sur ce qui précède dans la vidéo, le facteur alpha manquait, peut-être vous vous en êtes rendu compte. En tout cas, on avance maintenant de 2 slides, on va au slide 78 pour le tracé du portrait de phase. Alors, nous y voilà. Ici, j'ai rappelé l'expression des solutions. Et il y a tout de suite une trajectoire qui est facile à tracer. C'est la trajectoire dans la direction propre, qui correspond à V0 égale 0, donc qui correspond au mode propre. Bien sûr, la direction propre, elle est invariante, donc elle constitue elle-même des trajectoires. Et sur cette direction propre, les solutions se rapprochent de 0 ou bien partent à l'infini en fonction du signe de lambda. Ici, lambda vaut moins 1, donc sur la direction propre, les solutions se rapprochent de 0. Au passage, une observation un peu troublante au niveau des expressions. La direction propre, c'est bien la direction de la variable u. C'est la direction de la première composante côté droit. Ce qui est un petit peu contre-intuitif par rapport aux expressions, parce que c'est l'expression de v qui est simple. Je veux dire, l'expression de v est un peu plus simple que l'expression de u. Mais le mode propre, ça correspond bien au cas v0 égale 0, quand on se trouve sur l'horizontale. Si
V0 égale 0, la composante V reste nulle, on reste bien sur l'horizontale. Et sur cette horizontale, on a bien eu un comportement de type mode propre, puisque V0 vaut 0, ce terme-là saute. Mais revenons à nos moutons et au tracé du portrait de phase. Alors, un peu comme ce qu'on avait vu dans le cas diagonalisable sur R, il y a deux caractéristiques des solutions qui vont nous permettre de tracer le portrait de phase. D'abord, alors c'est ce qui figure en deuxième partie ici, est-ce que la solution tend vers l'origine ou part à l'infini? Et ça va être gouverné par le signe de lambda, tend vers l'origine ou part à l'infini dans le passé et dans l'avenir, et ça va être gouverné par le signe de lambda. Par exemple, si lambda est strictement négatif, alors dans l'avenir, lorsque t tend vers plus l'infini, les deux composantes tendent vers 0, donc la solution tend vers 0. Ah oui, sur l'expression de v, c'est évident, et sur l'expression de u, c'est parce que le facteur t, qui lui tend vers l'infini, est écrasé par l'exponentielle si lambda est strictement négatif. Bon, et toujours dans ce cas strictement négatif, dans le passé, en revanche, les deux composantes partent à l'infini. Et puis si lambda est strictement positif, c'est tout l'inverse. Donc ça, c'est le comportement de la distance à l'origine, en quelque sorte. Et puis la deuxième caractéristique, c'est dans quelle direction se trouve la solution par rapport à l'origine. Dit autrement, quelle est la pente de la droite qui relie l'origine au point où se trouve la solution, au point u de t, v de t. Et pour analyser la pente de cette droite, on regarde son coefficient directeur. Alors son coefficient directeur, c'est plutôt v sur u, mais donc l'inverse de son coefficient directeur, c'est u sur v. C'est plus pratique de prendre u sur v, parce que si on suppose que v0 n'est pas nul, alors v reste tout le temps non nul. Alors que vous voyez la composante u, à cause de ce facteur affine, elle va s'annuler pour une valeur de t. Donc bref, on regarde le rapport u sur v, qui donnera l'inverse du coefficient directeur de la droite, joignant l'origine au point u de t, v de t, où se trouve la solution. Et ce rapport, il a cette expression très simple, affine, et je vous rappelle que le coefficient alpha, il est non nul. Ce qui veut dire que, asymptotiquement, loin dans le passé et loin dans l'avenir, ce terme alpha t est très grand, il domine ce terme constant, et donc le rapport u sur v devient très très grand. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans l'avenir, comme dans le passé, la direction asymptotique, c'est la direction horizontale. Et puis, cet inverse du coefficient directeur, il varie de façon monotone. Il varie soit de moins l'infini à plus l'infini, si alpha est strictement positif, soit de plus l'infini à moins l'infini, si alpha est strictement négatif. Donc, en quelque sorte, du point de vue radial, du point de vue du coefficient directeur, de l'angle, de la direction radiale dans laquelle se trouve la solution, entre moins l'infini et plus l'infini, elle fait un demi-tour. Donc c'est une sorte de demi-tour, hein. C'est juste en radial, parce que pendant ce temps-là, la distance à 0, elle varie. Mais en radial, c'est un demi-tour. Et si vous regardez attentivement, vous verrez que si alpha est strictement positif, le fait que le rapport u sur v aille de moins l'infini à plus l'infini en croissant, ça correspond au fait de faire un demi-tour dans le sens contraire du sens trigonométrique, dans le sens horaire des aiguilles d'une montre. Et puis, si alpha est négatif, c'est dans le sens trigonométrique. Et bien, on va au slide suivant pour traduire tout ça en termes de portrait de phase. Alors, nous voilà slide suivant avec le portrait de phase. Et vous voyez, en fonction de ce qu'on a dit précédemment, il y a deux signes qui vont déterminer l'allure du portrait de phase. Il y a le signe de lambda, qui va nous dire est-ce que les trajectoires se rapprochent de l'origine, comme ici, puisque lambda est négatif, ou s'éloignent de l'origine, ce qui se produirait si les trajectoires étaient parcourues dans l'autre sens, par exemple, en inversant complètement les signes de la matrice B. Et puis deuxièmement, le signe de alpha. Ici, alpha est strictement positif. Et regardez nos trajectoires. Pendant que les deux composantes viennent de l'infini en taille et vont jusqu'à 0 dans l'avenir, l'infini en taille dans le passé jusqu'à 0 dans l'avenir, en radial, vous allez de loin dans le passé et loin dans l'avenir, vous êtes dans la direction asymptotique horizontale, vous le voyez. Loin dans le passé, vous vous rapprochez de la direction asymptotique horizontale. Et loin dans l'avenir aussi, puisque vous arrivez tangent à l'horizontale. On le voit à peu près bien ici. Donc la direction asymptotique, c'est l'horizontale dans le passé et dans l'avenir. Et pendant ce temps-là, souvenez-vous, alpha positif. En radial, vous faites ce demi-tour, vous voyez, ce demi-tour comme ça, mais du point de vue radial, dans le sens horaire, puisque alpha est strictement positif. Et bien si vous y réfléchissez, des trajectoires qui viennent de l'infini et qui vont vers 0
avec la direction asymptotique horizontale, à la fois dans le passé et dans l'avenir, et en faisant un demi-tour du point de vue direction radiale dans le sens horaire, eh ben, il n'y a pas tellement de choix pour le tracer. Ça fait cette forme en espèce de S ici, enfin demi-S au-dessus et demi-S au-dessous. Et vous avez votre portrait de phase côté droit. Je répète encore une fois, toutes les trajectoires sont tangentes à l'horizontale, loin dans l'avenir. Même celle qui est la plus proche de l'axe des U ici, elle dépasse et elle revient tangentiellement à l'axe des U. De toutes les façons, c'est le portrait de phase d'un système linéaire, donc toutes les trajectoires sont images l'une de l'autre par homothétie. Le dessin est invariant par changement d'échelle, puisque c'est linéaire. Donc toutes ces trajectoires sont images les unes des autres par un simple facteur de dilatation. Ça paraît contre-intuitif, mais vous prenez la plus petite des trajectoires, celle-ci, vous la dilatez, vous obtenez celle-ci, puis celle-ci, puis celle-ci, puis celle-ci. C'est la même forme à un facteur d'échelle près. Forcément, puisque le système est linéaire. Ça, c'était vrai aussi dans les autres cas, dans tous les cas. Nœud, foyer, col, etc. En tout cas, vous avez votre portrait de phase côté droit. Et bien le reste, c'est du gâteau. Vous obtenez le portrait de phase côté gauche en appliquant au portrait de phase côté droit la transformation P. Attention, si P renverse l'orientation, le sens de ce S va être renversé. Ce n'est pas le cas sur le dessin. Sur le dessin, P préserve l'orientation, vous le voyez. Donc il y a une espèce de sens de rotation, c'est plutôt une demi-rotation qui est préservée de droite à gauche. Si P renverse l'orientation, elle sera renversée. Et vous pourriez pratiquement tracer directement le portrait de phase côté gauche en appliquant la même logique, en respectant les mêmes caractéristiques, la direction propre invariante, le signe de lambda, la direction asymptotique qui est la direction propre loin dans le passé et loin dans l'avenir pour les autres solutions, et pour ces autres solutions, le fait que radialement elles font toutes un demi-tour. Dans le cas de cet exemple, c'est un demi-tour dans le sens horaire, mais si vous changez le signe de alpha, voilà, pour un autre signe de alpha, ça pourrait être un demi-tour dans le sens trigonométrique. Et c'est pas plus compliqué que ça de dessiner l'allure approximative des trajectoires côté gauche dans les coordonnées initiales. Et au passage, une dernière interprétation qui figure ici. Vous vous souvenez, valeur propre réelle double, on est sur cette parabole, donc c'est un cas, on est sur un cas intermédiaire entre foyer dans le jaune là et nœud dans le vert là. Alors attractif sur la demi-parabole de gauche, répulsif sur la demi-parabole de droite, mais en tout cas intermédiaire entre foyer et nœud. Et l'allure qu'on a trouvée pour le portrait de phase, elle est cohérente avec le fait d'être à la transition entre un cas foyer et un cas nœud. Vous voyez qu'ici, ces espèces de S qui font un demi-tour, ça ressemble un peu à des trajectoires spiralantes, mais des trajectoires spiralantes qui seraient bloquées par l'existence d'une direction propre. Et donc elles peuvent faire qu'un demi-tour. Si à partir de ce cas-là, ça veut dire que vous êtes sur la parabole dans le plan de trace déterminant. Si vous perturbez un petit peu et que vous tombez dans le jaune, ça veut dire que la direction propre disparaît et les trajectoires se mettent à spiraler. Si à l'inverse vous tombez dans le vert, ça veut dire que la direction propre se décompose en deux directions propres réelles. Et vous retrouvez avec un portrait de phase de type nœud. Alors cette transition, elle se voit encore mieux sur la plette. Vous voyez ici, on est dans le plan de trace déterminant, on est sur la parabole rouge. Donc les trajectoires, elles sont tracées en rouge, normal. La valeur propre, elle est aussi en rouge, elle est double. Et le nom, pour désigner le portrait de phase, il est aussi en rouge. Et la terminologie, c'est un nœud attractif dégénéré, d'effectif dégénéré, disons. Dégénéré parce que nos spirales, elles n'arrivent pas à spiraler, parce qu'elles sont bloquées par la direction propre qui se trouve ici. Ici, la direction propre, je suis dessus, là, à la souris. Et si on passe dans le jaune, qu'est-ce qui se produit ? Notre direction propre disparaît. Alors, j'avais tracé plus de trajectoires, sinon il ne vous en trace pas beaucoup par défaut. Mais dans le rouge, là on était au rouge. Si on passe dans le jaune, la direction propre, là on la voit mieux, parce que du coup, tout à l'heure, elle était un peu noyée dans les trajectoires. La direction propre unique disparaît et les trajectoires spiralent. Si on revient au rouge,
rouge intermédiaire, et qu'on passe dans le vert maintenant, la direction propre va se décomposer en deux plaques. Vous les voyez, les deux directions propres réelles qui s'éloignent, se rapprochent, disparaissent, se confondent, se dédoublent et s'écartent de plus en plus. Donc le cas rouge, c'est bien un cas intermédiaire entre nœud attractif, nodal sync, et spiral sync. Comme d'habitude, l'anglais est très efficace du point de vue de la terminologie. J'espère que vous avez vu au passage ce qui se passait au niveau des valeurs propres. Avec cette tablette, il faut avoir les yeux un peu partout. Deux valeurs propres complexes, dans le jaune, elles sont jaunes, qui se rapprochent, qui se confondent, et qui se dédoublent en deux valeurs propres vertes, verte comme verte comme verte. Et on en a terminé pour cette vidéo. Merci pour votre attention. Et comme c'était un complément hors programme, un bravo, mais alors vraiment un très grand bravo si vous l'avez suivi jusqu'au bout.